De vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Ouverture ce samedi du sommet de l'Organisation de la coopération islamique en Gambie. Le président Bassirou Diomaye Faye prend part en ce moment à la rencontre et les représentants des 57 pays membres vont échanger sur le renforcement de l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui a effectué la prière du vendredi à Médina Gounass à l'occasion d'une visite de courtoisie à la famille de Thierno Mohamedou Seydouba. Le président de la République s'est également rendu sur le site du Dakar. 120 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe dégagée par l'État pour la campagne agricole 2024-2025. Annonce faite lors d'un conseil interministériel sur la question. Les mécanismes de subvention, de financement et de ciblage des bénéficiaires seront revus. Le ministre de l'Agriculture revient sur les mesures. Il était l'invité du 20h d'hier. Et dans le journal des régions, nous irons dans le nord du pays, à Thiago, un village de la commune de Mbane, où les habitants font face à un paradoxe frustrant. Malgré sa proximité avec l'une des plus grandes réserves d'eau douce du Sénégal, le lac de Guerre, ils peinent à accéder à l'eau potable. Les détails à suivre avec Abdouad. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a quitté Dakar ce matin pour prendre part au 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique qui se tient à Banjul, renforcement de l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable. Un thème de la session. À son départ, le président Bassirou Diomaye Faye a été salué par le Premier ministre et d'autres autorités civiles et militaires. Le président de la République sera de retour à Dakar demain dimanche. Et le chef de l'État assiste à l'instant à la cérémonie d'ouverture du 15e sommet de l'ECI qui se tient à Banjul. Le thème de la session tourne autour du renforcement de l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement. Le chef de l'État a été accueilli par le président Adam Barrow, envoyé spéciaux à Banjul, El Hadj Malick Niang et Oumaning. Après sa visite d'amitié et de travail d'il y a 2 semaines, le président de la République revient donc à Banjul. Cette fois, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, vient représenter le Sénégal, pays membre éminent, au 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Après un accueil solennel à l'aéroport de Banjul, cap sur le centre de conférence internationale Daouda Kairaba Diawara. La session ouverte ce samedi planche sur le renforcement de l'unité et de la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable. Pilier de l'OCI ayant déjà accueilli le sommet, le Sénégal apporte donc une contribution importante en tant que président du COMIAC, comité permanent pour l'information et les affaires culturelles. Le président Bassirou Diomaye Faye et la délégation qui l'accompagne à Banjul assistent auparavant à la cérémonie d'ouverture marquée par différentes allocutions et autres compositions du bureau et passation de pouvoir. Retour sur cette visite de courtoisie du chef de l'État à la famille de Thierno Mohamedou Seydouba de Médina Gounass. Une démarche saluée par le khalife Thierno Amadou Tidiane Ba sur place. Le président Bassirou Diomaye Faye a sacrifié à la prière du vendredi avant de se rendre sur le site du Dakar, compte rendu à Bakri Kane. Arrivé à Tambacounda, à bord de l'avion Casa 295 de l'armée, le président de la République a été accueilli par les autorités locales. Le thermomètre affiché 41 degrés. Aussitôt après, le président de la République et sa délégation ont pris la direction de la Haute-Casamance. Dans la région de Kolda, département de Vélingara, le président Bassirou Diomaye Faye est venu rendre une visite de courtoisie à la famille de Thierno Mohamedou Seydouba. Saluant la démarche de foi du chef de l'État, le khalife général de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, a exprimé tout le plaisir et la fierté de la cité religieuse de l'accueillir en cette période du Dakar, ou la retraite spirituelle. Une rencontre dont l'essence même
et de permettre aux croyants de se concentrer, ne serait-ce qu'une fois pendant quelques jours, à la glorification du Tout-Puissant. Une mission qui consiste à rester au service exclusif de l'islam, à cultiver la paix et œuvrer à l'unité et à la concorde des populations. Le président Bassirou Diomaye Faye a, lui, mis l'accent sur l'œuvre de Thierno Mouhamadou Seydou Ba et le legs qu'il a laissé à la postérité. Le chef de l'État se félicite également du rôle important joué aujourd'hui par les continuateurs de cette mission. Le président Diomaye Faye a dit au Khalife son intention d'accompagner la famille sur cette voie avant de solliciter des prières pour la lourde mission à lui confiée par les Sénégalais à la tête du pays. Autre temps fort de cette mission, la grande prière du vendredi à laquelle le président Bassirou Diomaye Faye a sacrifié dans la cité religieuse de Médina Gounass, fondée par Thierno Mouhamadou Seydou Ba. Prière dirigée par l'imam Ratib Thierno Ibn Oumar Ba. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. لا يهدون بشيء من المين. Cap ensuite sur le site du Dakar, à une dizaine de kilomètres de la cité. Un événement religieux annuel qui se tient depuis 1942 et qui réunit des milliers de fidèles venant de toutes les régions du Sénégal et de plusieurs pays de la sous-région. Au cœur du Dakar de Médina Gounass, les tablettes coraniques qui s'érigent en véritable symbole de la ferveur spirituelle. Ces objets d'artisanat sont essentiels à l'apprentissage du Coran. Focus sur ces pièces artisanales très prisées. Et c'est avec Abdoulaye Sinkari. Avec beaucoup d'entrain et de précision, Amadou Gadiaga apporte la dernière touche à ces tablettes. Une attention et des gestes mesurés qui trahissent le respect qu'il a pour cet outil, qui à première vue n'est qu'un morceau de planche. Cette tablette est utilisée dans toutes les écoles coraniques du pays. Tous les érudits ont appris avec. Amadou vient de Richard Toll. Au Dakar de Médina Gounass, la tablette coranique appelée ici Alwa est le principal produit qu'il propose. La tablette est faite à base de bois de khos. Plus elle dure, plus elle est lisse. Les artisans viennent de partout pour vendre cet outil symbolique à plus d'un titre. Grâce à Dieu, la tablette coranique fait partie intégrante du Dakar. Le Dakar sans cette tablette, c'est comme un repas sans sel. En regardant ces tablettes, Ousmane Sow se souvient des années qu'il a passées à l'école coranique. Je me rappelle avoir appris avec une tablette de cette taille. Pour les parents qui ont confié leurs enfants à des érudits du Fouta, le Dakar est l'occasion de leur renouveler l'outil. Nous achetons des tablettes à envoyer à nos enfants. Leurs maîtres coraniques sont venus pour le Dakar. Pour ce maître coranique, l'histoire de la tablette remonte de très loin. Cette tablette est comme un repère. Du temps du prophète, on écrivait avec des peaux d'animaux. C'est par la suite qu'on a commencé à utiliser les tablettes. Son utilisation reste très avantageuse pour l'apprenant. Parce que moom mooy gën a yomb nga xam ne bés bu nekk di nga am ay bind yu bees ay leçons yu bees ci alquran yi nga war a jël
C'est plus facile pour l'enfant. Et la tablette lui permet de se familiariser avec l'écriture. Pendant la période du Dakar, les tablettes coraniques sont déposées car les cours ont vaqué dans tous les daras de Médina Gounass. Et je vous le disais dans les titres, campagne agricole 2024-2025, beaucoup de ruptures annoncées par le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a présidé ce vendredi un conseil interministériel sur la question. L'État compte revoir les mécanismes de subvention, de financement et de ciblage des bénéficiaires. La distribution des intrants sera désormais digitalisée pour le budget de la campagne. Il a été arrêté à 120 milliards de francs CFA à Ramdao. La campagne agricole s'ouvre sur un champ lexical d'une dynamique nouvelle. Rupture, transparence, efficacité, l'organisation et les procédures changent. Le Premier ministre en donne les raisons valables. Le Sénégal alloue, année après année, d'énormes ressources financières à la subvention des intrants agricoles. Sur les années 2020, 2021, 2022 et 2023, une enveloppe globale de 310 milliards a été allouée à l'agriculture sénégalaise. Malheureusement, il faut constater et regretter que ces importants moyens financiers n'aient pas profité aux véritables cibles. Désormais, les ressources et moyens consentis à l'agriculture iront à ceux qui la pratiquent. Le tout nouveau dispositif organisationnel intègre la digitalisation. Elle sera de mise pour la distribution des intrants, le tout sous la supervision des forces de défense et de sécurité. Mais avant tout, l'État solde ses dettes. J'engage Monsieur le ministre des Finances et du Budget à prendre les mesures nécessaires pour solder la dette de l'État vis-à-vis des opérateurs pour les campagnes 2021, 2022 et 2023, au plus tard au cours de la semaine du 6 au 10 mai 2024. Au titre des fournitures de semences, engrais et produits phytosanitaires, j'engage Monsieur le ministre chargé de l'Agriculture à prendre toutes les dispositions requises pour le démarrage effectif de la distribution des intrants en quantité et en qualité dans les plus brefs délais, en accordant une attention toute particulière à l'implication active des coopératives et des sociétés de coopératives. Le respect des principes de transparence et d'efficacité devrait là aussi guider les autorités. Le Premier ministre engage le ministre de l'Agriculture à assurer une traçabilité des subventions de l'État. En relation avec le ministre des Télécommunications et du Numérique, et dans le strict respect de la réglementation régissant la protection des données personnelles, à instaurer un identifiant, appelé carte d'identité, pour chaque producteur bénéficiaire de la subvention de l'État et pour chaque opérateur fournisseur d'intrants agricoles, par la mise en place d'une plateforme de gestion et de suivi en temps réel, assurant une traçabilité complète des subventions agricoles, de la définition des objectifs de campagne jusqu'aux mises à disposition des intrants aux producteurs, en passant par les notifications aux fournisseurs. Et pour financer le tout, l'État casque fort de 100 milliards la campagne précédente. Le budget s'élève pour cette année à 120 milliards de francs CFA. Au titre du matériel agricole, j'engage Monsieur le ministre chargé de l'Agriculture à commanditer un audit du programme Intermac et Sismar d'acquisition et de distribution de matériels agricoles, de magasins de stockage d'intrants agricoles et de chambres frigorifiques. C'est devant opérateurs, financiers, producteurs et acteurs du secteur agricole que ce conseil interministériel s'est tenu à Diamniadio. Tous se redonnent rendez-vous pour un conseil supérieur d'orientation agro-silvo-pastorale que le gouvernement est appelé à tenir.
23 mesures novatrices prévues pour la campagne agricole de cette année. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Marouba Diagne, revient sur ces mesures. Il était l'invité du journal de 20h. Permettez-moi d'abord de vous remercier, de remercier tous vos collègues et de remercier son Excellence le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, et tous nos collègues et mes équipes qui ont participé aujourd'hui à l'organisation de ce premier conseil interministériel pour la préparation de la campagne agricole 2024-2025. Ce budget, d'abord, permettez-moi de signaler que c'est un budget record de 120 millions. De 120 milliards. L'année dernière, c'était 100 milliards de francs CFA. Cette année-ci, on a augmenté à 120 milliards. Cela montre l'importance que son Excellence le Président de la République, le Premier ministre et tout le nouveau gouvernement accordent à notre souveraineté alimentaire. Mais comment ce budget sera réparti ? En priorité, nous mettons l'accent, nous comptons mettre l'accent sur les engrais, mais aussi sur les semences certifiées. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas atteindre l'autosuffisance alimentaire si nous ne misons pas sur les semences certifiées, sur la fertilisation des sols, mais tout en mettant aussi l'accent sur la protection des végétaux. C'est toute une stratégie nouvelle que nous comptons déployer en s'appuyant aussi sur les nouvelles technologies. Et comme vous allez l'entendre très bientôt, nous allons déployer le concept de la carte digitale du fermier. Et le Premier ministre a aussi mentionné l'importance de solder la dette de l'État vis-à-vis des opérateurs pour les campagnes précédentes. Quel impact attendez-vous de cette résolution ? D'abord, c'est un message très fort, un message qui soulage tous nos partenaires. Les dettes de 2021, 2022, 2023 à hauteur de 41 milliards vont être soldées dans les 10 jours à venir. Ça aussi, c'est un record. Cela montre l'importance que son Excellence le Président de la République, que le Premier ministre et tout le nouveau gouvernement accordent à l'accompagnement du secteur agricole et de l'élevage. Il y a aussi l'audit de la dette de la campagne agricole 2023-2024, la campagne passée, et le plan d'épurement également proposé. Quelles mesures spécifiques envisagez-vous pour améliorer la transparence et l'efficacité dans la gestion des fonds ? Pour répondre à cette question, permettez-moi d'abord de remercier mon collègue Général Diop, ministre des Forces armées, avec qui nous comptons travailler main dans la main. Nous savons que la gendarmerie nationale est dans toutes les 557 communes du Sénégal et nous comptons aussi travailler avec les inspecteurs du ministère du Commerce. C'est toute la batterie, toute la panoplie et tous les partenaires, y compris les collectivités locales, pour amener beaucoup de transparence et s'assurer que les engrais et les semences est aux endroits. Et pourriez-vous également nous détailler, Monsieur le ministre, les mesures prises pour assurer une distribution efficace et transparente des intrants agricoles et comment les coopératives et sociétés de coopératives seront-elles impliquées dans ce processus très important ? Vous savez, permettez-moi d'abord de dire que le Sénégal importe aujourd'hui plus de 1070 milliards de francs CFA pour se nourrir. Et raison pour laquelle mais 85% de la production produite aujourd'hui pour nourrir le Sénégal vient des communes rurales. Raison pour laquelle son Excellence le Président de la République, le Premier ministre, nous a instruit d'innover en créant le concept de coopérative agricole communale pour accompagner non seulement les paysans à produire ce que nous mangeons, mais à les organiser en termes de coopératives, en boostant la production de semences certifiées, en regardant la santé des sols, une fertilisation soutenue, mais tout ça accompagné par une digitalisation de notre agriculture et une agriculture basée sur l'innovation. La lutte également contre les oiseaux granivores, on en parle, c'est une nouvelle priorité pour le gouvernement. Quelles stratégies ont été mises en place pour protéger les zones de culture du riz, par exemple? Là aussi, nous comptons, au-delà du fait que nous comptons renforcer le budget de la direction de la protection des végétaux, nous comptons aussi travailler en étroite collaboration avec nos collègues, avec l'armée. Et aujourd'hui, nous comptons renforcer le concept d'armée-nation.
Donc les avions de l'armée vont être utilisés pour protéger aussi les végétaux. Il y a aussi l'enseignante question du matériel agricole. Comment les décisions concernant la distribution et la cession de ces matériels agricoles acquis récemment par l'État du Sénégal vont-elles affecter les petits et moyens agriculteurs, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal? D'ailleurs, je viens juste de parler avec Mme Korka et le Premier ministre nous a instruit de travailler en étroite collaboration avec le gouverneur de Saint-Louis pour rapidement déployer le matériel agricole acquis par le gouvernement du Sénégal, qui est dans l'ordre de 85 milliards dans le programme Intermac. Nous comptons aussi travailler, le Premier ministre nous a instruit d'accélérer la collaboration avec Sismar pour le petit matériel agricole. Donc cette campagne, comme vous avez dû l'entendre, Anassim nous a donné déjà de bonnes nouvelles. Nous prions que le bon Dieu nous accompagne avec la pluviométrie, mais l'État a déjà pris tous les dispositifs et encore une fois de plus, merci à son Excellence le Président de la République, merci au Premier ministre de nous avoir doté tous les moyens dont nous avons besoin pour réussir une bonne campagne. L'avant-dernière question, Monsieur le ministre, porte sur les institutions financières. Elles sont au cœur même de cette stratégie. Quelles sont les attentes du gouvernement concernant justement le rôle de ces institutions financières dans le soutien de la campagne agricole et quelles mesures spécifiques sont prévues pour renforcer leur implication? D'abord, permettez-moi de remercier mon collègue ministre des Finances, Cheikh Diba, mon collègue ministre de l'Économie, qui n'ont ménagé aucun effort. Ils ont déjà, au-delà de la mobilisation des ressources pour solder la dette, ils ont même déjà anticipé la campagne qui vient. Ils ont déjà mobilisé avec Standard Chartered, avec une couverture méga, une somme relativement importante pour nous accompagner dans le rollout de notre stratégie agricole afin d'atteindre dans les années à venir une autosuffisance alimentaire, non seulement dans le secteur agricole, mais aussi dans le domaine de l'élevage. Une dernière question, Monsieur le ministre, sur la Tabaski. Nous sommes à quelques mois de cette fête. Récemment, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait pris certaines mesures dans le but de satisfaire la forte demande par un approvisionnement correct du marché en moutons. Comment ces mesures, notamment l'assouplissement du contrôle des camions et l'exonération des droits de taxes, vont-elles concrètement augmenter l'approvisionnement? D'abord, vous me permettez de remercier toute la communauté des éleveurs. Aujourd'hui, pour une autosuffisance en moutons, dans le circuit des marchés de Tabaski, on a besoin de 810 000 moutons. Mais présentement, seulement 250 000 auront besoin d'être importés de la Mauritanie ou du Mali. Et son Excellence Président de la République et le Premier ministre m'ont déjà instruit. Dans moins de 10 jours, je compte aller en Mauritanie, discuter avec mon cher frère, le ministre de l'Élevage, avec qui j'ai déjà parlé ce matin. On a déjà convenu d'une mission que je dois diriger avec mes équipes en Mauritanie et au Mali. Donc cette année, on sera loin de la cherté de moutons. Absolument. Puis, vous savez, c'est une question de l'offre et de la demande. Mais notre gouvernement a déjà mis au point toute une stratégie pour que le Sénégal soit autosuffisant en moutons. Voilà, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Mor Bois-Diagne, qui est revenu sur les 23 mesures prises à l'occasion d'un conseil interministériel sur la campagne agricole 2024-2025. Autre aspect de l'actualité, l'école de l'armée de l'air célèbre ses 40 ans d'existence dans une ambiance solennelle et festive. Officiers, sous-officiers, élèves et personnels civils se sont rassemblés pour honorer cette institution prestigieuse, nous dit Ndeko Mandiaye. La célébration des 40 ans de l'école de l'armée de l'air est une occasion de reconnaître le travail abattu par les premières générations d'élèves, mais aussi d'instructeurs et de chefs militaires. De quelques stagiaires à ses débuts, l'école compte actuellement environ 200 élèves officiers, sous-officiers, civils sénégalais et étrangers. L'école est aujourd'hui dans une phase active de transformation depuis qu'elle a enclenché une montée en puissance. Aujourd'hui, l'école de l'armée de l'air compte environ 200 élèves en internat, officiers, sous-officiers et civils, sénégalais et étrangers, répartis dans plusieurs spécialités telles que la maintenance aéronautique, le pilotage
et le contrôle aérien. Ces élèves sont répartis dans plusieurs spécialités, telles que le pilotage, la maintenance, entre autres. Afin de mieux réussir leur formation, ils ont besoin aussi des conseils des pionniers. Aux pilotes, les conseils que l'on peut donner sont d'abord, pendant la formation, ne traînez pas de lacunes, c'est-à-dire ne restez pas dans le doute. Essayez de comprendre. Ensuite, en unité, évitez d'être trop confiant, car l'aéronef est une machine qui peut lâcher à tout moment. N'oubliez pas non plus que chaque vol doit être pris comme une leçon. Soit on apprend de ses erreurs, soit on apprend d'un autre membre d'équipage. Aujourd'hui, l'école de l'armée de l'air fait le cap vers l'avenir, avec une mission principale, la formation des cadres. Pour cela, il faut rester à l'avant-garde de l'innovation et des nouvelles technologies. En effet, dans un monde en constante évolution, l'école de l'armée de l'air doit rester à l'avant-garde de l'innovation pédagogique, mais aussi technologique. Les métiers de l'aéronautique militaire étant particulièrement exigeants, il est impératif de continuer à investir dans nos infrastructures, nos programmes et nos ressources humaines, afin de garantir aux aviateurs une formation de qualité répondant aux exigences du XXIe siècle. L'occasion a été ainsi saisie pour inaugurer l'allée colonel Raoul d'Acosta devant sa famille et les anciens. Pour rappel, les élèves intègrent l'armée de l'air chaque année à la suite d'un concours. Le niveau bac pour les sous-officiers et la licence pour les officiers. Et en sport, la Basket Africa League se poursuit à Dakar Arena. Et c'est du 4 au 12 mai, l'AS Douanes, porte-étendard du Sénégal, entre dans l'arène pour sa 3e participation avec l'ambition de surpasser leur performance de finaliste de la dernière saison. Préparation intensive à l'Institut Diambar de Mbour et un effectif renforcé promettent une compétition palpitante. Fatoumata Savané. De la concentration, de la constance dans l'engagement et beaucoup de sérénité, voilà le triptyque sur lequel le coach Pabi Gueye compte aborder la compétition. Je me suis dit la BL est une compétition africaine, la NBA est une ligue américaine. Pourquoi ne pas valoriser aussi nos fils africains pour qu'ils puissent bien représenter leur pays, leur continent, ne pas sortir de leur continent et pouvoir vivre de leur art. Pour une 3e participation à la compétition, les coéquipiers de Jean-Jacques Boissy se préparent depuis une dizaine de jours du côté de l'Institut Diambar, dans la grande salle de la NBA Academy. Je pense qu'on est prêt et on n'a toujours pas assez. On se donne toujours à fond pour être meilleur. On s'entraîne dur avant qu'on parte en regroupement à la balle, deux fois par jour avec le coach. Donc je pense qu'on est assez prêt. Il reste un peu la synchronisation avec les nouveaux joueurs, mais ça passe crème pour le moment. Alors aujourd'hui, vous et vos coéquipiers, quel est votre objectif pour cette compétition? Je pense que l'objectif, c'est d'abord se concentrer sur chaque match, parce que chaque match sera important. Et l'année passée, on est allé jusqu'en finale. Je pense que l'objectif cette année, c'est de gagner la finale, Inch'Allah. Les Gablous, avec de nouveaux éléments dans leur effectif, comme Abdoulaye Aruna du Niger, l'Ivoirien Mike Fofana ou encore le Nigérian Obekpa. Des retours sont également notés avec Samba Dalifal, Jean-Jacques Boissy, un groupe de 13 professionnels qui ont l'ambition de faire mieux que la saison dernière. L'effectif, je pense, est beaucoup plus homogène que celle de l'année dernière. C'est le constat que j'ai fait. Maintenant, j'en saurai davantage à la fin de la conférence du Sahara. Mais je sais que les 13 joueurs, seuls 2 joueurs n'ont jamais participé à la BL. Il s'agit d'Akek le Soudanais et Abdul Aziz, le plus jeune joueur de cet effectif. Donc tout le reste ont au minimum fait 2 BL. Donc il y a un mélange de jeunesse et d'expérience à cette compétition. Des joueurs engagés, compétitifs avec de l'expérience, les douaniers sont conscients du défi à relever dans la Basket Africa League pour cette saison.
L'année dernière, on avait très mal commencé ici à Dakar. N'empêche qu'on a été jusqu'en finale. Donc on va essayer de prendre match après match. Essayer de bien représenter d'abord le Sénégal ici, rendre le public sénégalais heureux. Ce qui me revient à l'esprit, c'est notre dernier match ici à Dakar, l'année dernière contre Monastir, où nous avons vu un public vraiment heureux, des Sénégalais vraiment fiers de leurs équipes, qui s'enlaçaient, qui se félicitaient, d'autres qui pleuraient même de joie. Donc c'est cette image que je voudrais vraiment préserver pour pouvoir les rendre encore beaucoup plus fiers, plus heureux en se qualifiant à Kigali. Et à partir de Kigali, là, c'est un autre championnat, tout peut arriver. Les hommes de Mamadou Gueye Pabi vont entrer en liste samedi. Ils auront à en découdre avec l'armée patriotique rwandaise basketball, l'US Monastir de Tunisie et les River Hoopers du Nigeria. La compétition démarre ce samedi 4 mai et ce jusqu'au 12 mai prochain. L'AS Douanes compte terminer l'étape de Dakar en remportant l'un des 2 tickets qualificatifs pour la suite de la compétition au Rwanda pour les playoffs. Ce sera du 24 mai au 1er juin à Kigali. Et parlons à présent des 16e championnats d'Afrique de natation en Angola. Oumy Diop décroche l'or aux 100 mètres papillon avec un impressionnant chrono d'1 minute et de 55 secondes. Après avoir déjà récolté l'argent et le bronze, elle continue de faire des vagues et place haut les couleurs du Sénégal. L'hymne national du Sénégal a retenti hier soir dans la capitale angolaise. Bonheur, fierté et sentiment du devoir accompli pour Oumy Diop. En finale du 100 mètres papillon, Oumy Diop n'était pas forcément la grande favorite. Mais elle avait de solides arguments et d'énormes atouts pour faire sensation. Tous les projecteurs étaient braqués sur la Sud-Africaine Jem Moot. Oumy Diop, tel un poisson dans l'eau, a éclaboussé de son talent la piscine d'Alvalade. Devançant sa concurrente de peu, elle s'adjuge la médaille d'or, la nouvelle reine du 100 mètres papillon africain et sénégalaise, une fois de plus. Oumy Diop a fait carton plein à Luanda. L'or aux 100 mètres papillon, l'argent aux 50 mètres papillon et 2 bronzes aux 100 mètres nage libre et aux 50 mètres d'eau avec à la clé le record du Sénégal. Elle est championne d'Afrique pour la 2e fois. En 2021 à Accra, elle s'était parée d'or aux 100 mètres papillon. À seulement 20 ans, l'étudiante à l'université de Grenoble est le porte-drapeau de la natation sénégalaise. À présent, la première réaction de la championne d'Afrique, Oumy Diop, très contente après sa médaille d'or. Elle demande plus de soutien de la part des autorités. Elle est avec Ibrahim. C'est énormément de fierté qui m'anime, un sentiment d'accomplissement, parce que j'avais eu ce titre il y a 3 ans, donc je suis très contente de revenir encore avec ce titre. Alhamdoulilah. Racontez-nous un peu la finale avec les sensations que vous aviez eues avant, pendant et après. Avant, j'étais très très stressée parce que c'est une finale, sachant que ce soir-là, j'avais 2 finales. Mais ça s'est bien passé. Avant de partir faire la cérémonie protocolaire, j'ai appelé maman, etc. J'ai très très émue pendant l'hymne parce que c'est toujours quelque chose de faire ressentir l'hymne du Sénégal. Et voilà. Est-ce que c'était difficile pour vous d'aller chercher cette médaille d'or? J'ai essayé de partir avec beaucoup de confiance. J'ai un peu craqué vers la fin, mais on revient avec les chiffres. Donc, alhamdoulilah. Dans ces championnats d'Afrique, vous avez le bronze, l'argent et l'or. Est-ce que vous vous attendiez à une moisson de ce calibre? Je ne m'attendais pas à revenir avec autant de médailles. Je suis 4 pour l'instant et j'ai 4 médailles. Donc, je suis très très contente du résultat. Aujourd'hui, quel est le message que vous lancez au peuple sénégalais, aux autorités? On imagine que ça n'a pas été facile en termes de préparation pour ces championnats d'Afrique.
Ça n'a pas du tout été facile. On fait comme on peut. Ce soir, on appelle les autorités du gouvernement et aux nouveaux ministères qui viennent se former pour qu'ils supportent beaucoup plus la natation. Parce que la natation, c'est pas un sport qui est très représenté. Donc, vous pouvez avoir un statut, sachant que les Olympiques ne sont pas très longtemps. Et après la natation, parlons athlétisme. Les relayeurs sénégalais sont aux Bahamas pour la qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils vont s'aligner dans l'épreuve du 4x400. Des athlètes venant d'une quarantaine de pays sont en lice samedi et dimanche pour valider leur ticket aux JO. Et voilà, nous en venons à présent au journal des régions. Et pour démarrer cette deuxième partie de cette édition de la mi-journée, parlons de la fraise sur toutes ses formes. Elle est produite au Sénégal par des jeunes déterminés. De la production à la vente, elle est un réel potentiel de création d'emplois, sans compter sa valeur nutritive et tous les produits de consommation à base de fraises. Et c'est Ramatadem qui nous en parle. La fraise sénégalaise sous toutes ses formes. Par sa couleur, sa texture, son goût, la fraise peut servir à sublimer vos desserts. À déguster à volonté sous sa forme naturelle ou transformée pour un mélange de saveurs en bouche. On fait des yaourts fruités avec de la fraise. On fait des smoothies à base de fraises, des nectars, de la confiture et des fraises séchées aussi pour les tisanes et les thés. La fraise locale, un fruit de saison qui est très agréable à travailler, d'autant plus qu'il y a plein de préparations que l'on peut faire pour les enfants. Le nectar de bouille avec la fraise, la confiture de fraises, les smoothies de fraises avec du lait local, rien que des produits locaux sans additifs. On travaille avec des fruits de saison. Actuellement, c'est la saison des fraises. Et les fraises sont riches en vitamine C. Et du point de vue esthétique aussi, c'est apprécié par la clientèle. Même avis pour Cheikhouna Koundoul, pâtissier qui aime travailler qu'avec les produits locaux et apprécie la récolte locale, celle sortie des champs fraisaines de Bayard. J'en suis très fier. La culture de la fraise n'était pas pratiquée dans notre pays. Aujourd'hui, nous la cultivons par ici. Et la fraise du Sénégal n'a rien à envier à celle importée. Cette fraise du terroir, nous savons d'où elle vient et comment elle a été produite. Il a tenu à valoriser cette fraise locale par un dessert incontournable. On a fait un fraisier. Fraisier là, il est composé de genoise, de fraises et de la crème. Après, nous avons quelques décorations dessus avec des feuilles d'or comestibles, 24 carats, avec quelques perles argentées et des perles dorées. Ne vous inquiétez surtout pas. La fraise est un fruit que vous pouvez consommer sans risque de grossir ou de faire déraper votre taux de sucre. Et la fraise, ce qui est intéressant, c'est que c'est un fruit qui contient énormément d'eau. Il y a 90% d'eau dans la fraise. Du coup, elle n'est pas très énergétique. Donc, on peut la manger, bénéficier des fibres et de tous les nutriments qui sont dans la fraise. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de sucre parce qu'il y a énormément d'eau. Donc, il y a à peu près la moitié de sucre dans 100 grammes de fraises que dans 100 grammes de bananes. Donc, on a à peu près 6 grammes de sucre dans 100 grammes de fraises, qui est à peu près une dizaine de fraises. En plus de ces valeurs nutritives importantes pour notre santé. Alors, il y a une vitamine qui est très importante et qui est très riche dans la fraise, c'est la vitamine C. Donc, on la connaît bien, cette vitamine. En général, quand on pense à la vitamine C, on pense à l'orange, on pense aux agrumes, quoi. Mais la fraise est en fait très riche en vitamine C parce que là aussi, 100 grammes de fraises, une dizaine de fraises, on obtient plus de la moitié de nos besoins journaliers en vitamine C. Et cette vitamine C, c'est une vitamine, un puissant antioxydant, donc qui nous aide à bien ralentir le vieillissement du corps, ça nous aide à nous protéger contre des maladies, certaines maladies, notamment les maladies chroniques. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi un minéral qui est très présent dans la fraise, c'est le potassium. Et le potassium, c'est un minéral qui, entre autres, est responsable du maintien de la pression artérielle ou de la pression du sang.
Voilà. Et après, une autre chose à noter, c'est la teneur en ce qu'on appelle les flavonoïdes dans la fraise, ce sont des polyphénols, bref, qui sont en fait aussi des sortes d'antioxydants parce qu'ils protègent le corps contre des molécules dangereuses, notamment les molécules qui vont provoquer le cancer. Donc c'est quand même très intéressant. Les jeunes entrepreneurs sont allés plus loin et comptent même se lancer dans la production de produits cosmétiques à base de fraises. Vous n'avez vraiment plus aucune raison de ne pas consommer de fraises, surtout celles cultivées au Sénégal. Elles sont produites localement sur nos terres par des fils du terroir et en plus recommandées en cette période de chaleur. Cheikhouna Koundoul, notre pâtissier passionné de fruits locaux, a tenu à sublimer cette fraise en la bordant de feuilles d'or 24 carats, telles des stars sur le tapis rouge du Festival de Cannes. La fraise, ce petit fruit rouge gorgé d'eau rafraîchissant, était il y a quelques années un fruit importé. Désormais, il est cultivé au Sénégal par des jeunes qui s'y intéressent depuis 10 ans à peu près. Chaque année, sur des hectares de terre à Bayar, ils cultivent et expérimentent les espèces et les méthodes d'exploitation, ce qui a valu à la fraise locale d'occuper une place de choix sur le marché sénégalais. La production de fraises démarre du mois d'octobre au mois de juin, voire juillet. La fraise est un fruit qui a besoin de beaucoup d'eau, donc il faut arroser tous les jours et plusieurs fois pour avoir les meilleurs rendements. L'autre magie dans la culture de la fraise, ce sont les abeilles et les fleurs, qui jouent un rôle essentiel dans le goût de la fraise, la taille et même la forme. Un véritable laboratoire naturel. Fleurs yi ñu bari dañuy jàpp ni fleurs yi dañ ko def pour décoration mais fleurs yi dafa am leneen lu muy servir. Les fleurs, beaucoup de personnes pensent que c'est à but décoratif, mais pas du tout. C'est pour attirer les abeilles dans les champs de fraises. Les abeilles déplacent des fleurs tout autour du champ vers les plants de fraisiers. Ensuite, il y a tout un travail que les abeilles font autour des fruits, ce qui impacte sur le goût sucré des fraises, leur forme, mais aussi leur taille. Calibre doom bi parce que doom yi léeg-léeg nga récolté ko gis boo xamante ni dafay ovale wala dafay tourner au côté ñoom nag ñoom ñoo koy liggéey loolu noonu ba doom bi bu ñëwee dafay doon benn calibre bu rafet boo xamante ni vraiment ñun loolu lañ ciy soxla quoi. Au fil des années, c'est des créations d'emplois car il faut une main-d'œuvre pour la cueillette, un réel moment de plaisir pour les populations locales et les jeunes. Cela fait 3 ans que je travaille pour Fraisen et cette année, je me suis mise à mon compte. Mais grâce à leur appui. Actuellement, ici au Sénégal, la fraise est une filière méconnue au Sénégal. C'est pour cela que je suis venu à Bayar pour me former et me lancer dans la production. Justement, notre promotion a terminé la formation en février et a décidé de se lancer dans la production à travers les villages voisins. Ci benn village bu ne fii nii ci kanam foofu lañ commencé actuellement voilà. Actuellement on a commencé à avoir des résultats. À l'image de Modou Dieng qui cultive sa propre parcelle de fraises, cette année, il se retrouve avec une récolte rentable. Il a 2 cueillettes par semaine qui peuvent lui apporter 50 à 150 kilos par cueillette pour un demi-hectare, ce qui est appréciable pour un début. Mais le travail de la fraise est très délicat. Place à présent au tri pour la vente. Les plus belles fraises sont mises en barquette pour un marché assez sélect et les moins belles, le deuxième choix, sont réservées pour les jus ou autres produits dérivés. Tout un dispositif est mis en place pour les amoureux de la fraise et faire de ce fruit une filière fructueuse par et pour les jeunes. Un travail minutieux, beaucoup de délicatesse et de patience. La production de fraises de qualité demande un travail bien organisé, de bonnes conditions, à savoir beaucoup de soleil, de l'eau, l'accès à la terre et surtout de l'amour pour donner à la fraise sa couleur et son goût exquis. Une filière qui mérite plus d'implication des jeunes pour faire de la fraise du Sénégal la meilleure de toutes les fraises d'Afrique.
Après la récolte, place à la vente. Les fraises sont délicatement embarquées dans le véhicule frigorifique pour préserver la fraîcheur du produit jusqu'à Dakar. Au marché Kermel, ce sont également des fraises récoltées à Sébikotane, Sangalkam, Pout et Bentigné. Pour les producteurs locaux, il n'y a aucune raison d'importer des fraises puisque la production locale peut largement satisfaire la demande des populations. La production et la vente de fraises est une activité génératrice de revenus et créatrice d'emplois, surtout chez les jeunes, une filière à soutenir donc. La production de la fraise, ce n'est pas juste nous. Il y a les vendeurs au marché Kermel, il y a également les ouvriers dans les champs, les récolteurs et les journaliers, entre autres personnes. La filière fraise fait travailler beaucoup de personnes au Sénégal. La difficulté du marché des fraises et le manque de chaînes de froid pour stocker les productions, ce qui occasionne souvent beaucoup de pertes. Récemment, il y avait beaucoup de fraises importées sur le marché et c'est une véritable perte pour le marché local. Beaucoup de marchandises perdues. Aujourd'hui, le consommé local en matière de fraises est une réalité au Sénégal. Mais deux seules variétés connaissent un grand succès. Une filière très rentable, créatrice d'emplois, mais il faut une formation pour une bonne maîtrise de la fraise et avoir également un accès au financement. Voilà la filière fraise sous toutes ses formes en document signé Ramata Deme. Et pour parler de tout cela, nous accueillons sur ce plateau M. Souleymane Agne, producteur de fraises dans la zone des Niayes. Monsieur Agne, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, c'est un plaisir. Merci pour l'invitation aussi. Monsieur Agne, d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à investir ce secteur? Qu'est-ce qui a créé le déclic? Oui, en fait, disons que personnellement, c'était quand j'étais étudiant. Je faisais un constat sur la plupart des cultures qu'on faisait au Sénégal, la carotte, la pomme de terre, etc. Et un jour, j'ai posé une question à mon professeur en lui demandant pourquoi pas on ne fait pas des cultures rares comme la fraise, comme la framboise. Il m'a fait comprendre que ce n'était pas possible. Oui. Je me suis dit, OK, c'est le moment de tester pour voir est-ce que ça va marcher ou pas. Et de là, je me suis rendu compte que c'était possible et après, on a commencé vraiment à faire des tests, des expérimentations pour voir ce que ça allait donner. Et les tests ont duré combien de temps? Je l'ai commencé en 2011, donc de 2011 à 2016, je faisais que des tests. Oui. Personnellement, étant un agronome, moi, c'était pour pouvoir valider la culture. Mais après, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui s'étaient lancées dans la culture de la fraise, qui n'étaient pas trop connues. Mais après avoir validé de 2011 à 2016, c'est à partir de 2016 qu'on s'est structuré, on a créé l'entreprise. Ouais. Et comment se porte la filière fraise au Sénégal? Oui, je dirais plutôt bien parce que si on compare les années passées, 10 ans en arrière, aujourd'hui, si on parle de la fraise, en Afrique, on cite le Sénégal comme un pays qui produit de la fraise. Je pense que même on fait partie des 5 pays producteurs de fraises. Alors qu'il y avait 10 ans auparavant, on ne pouvait même pas imaginer que c'était possible de le faire. Donc là, on a plusieurs producteurs qui se lancent dans la culture et qui rejoignent le réseau qu'on a mis en place, qui est un réseau panafricain de producteurs de fraises. Ce n'est pas un réseau sénégalais, mais c'est plutôt un réseau panafricain parce qu'on regroupe plus de 7 pays africains aujourd'hui. Et là, je pense qu'on peut dire que la production augmente de plus en plus chaque année. Parce que chaque année, on a plusieurs producteurs qui se lancent et ça accroît la production et on est en train de satisfaire plus ou moins la demande locale. Et c'est un réseau de combien de membres? Présentement, sur notre base de données, on a plus de 450 membres. Okay. Mais de façon officielle, on travaille avec plus de 15 producteurs. Parce qu'on ne peut pas enrouler plus de 450 producteurs. On n'a pas les moyens, on n'est pas encore l'équipe qu'il faut pour ça. Donc ce qu'on fait présentement, c'est essayer de travailler avec ces 15 producteurs pour pouvoir valider l'organisation du réseau et derrière enrouler les 450 derrière. Avril-mai, c'est la période des récoltes. Quels sont vos records de production? Oui, durant avril-mai, je ne dirais même pas avril-mai parce qu'on commence les récoltes au mois de décembre. Okay. Donc de décembre jusqu'au mois de juin, juillet, on récolte chaque 2 jours. Donc plus ou moins chaque récolte, dans nos exploitations, on peut récolter environ 1000 barquettes par récolte. Ce qui veut dire dans la semaine, sur une seule exploitation agricole, il faut y avoir environ 4000 barquettes qui sont récoltées. Donc si vous avez 5 ou 6 champs, il faut multiplier par 6. Ça donne derrière en fait, la quantité.
Donc ça montre à quel point que non seulement c'est rentable, mais à quel point aussi il est possible de multiplier ou de dupliquer en fait les récoltes si vraiment l'ensemble des producteurs se réunit. La filière fraise emploie beaucoup de jeunes. Est-ce que cela a un impact sur cette problématique de l'emploi des jeunes? Oui, en fait, je dirais oui, et je dirais un grand oui. Pourquoi? Parce que déjà, si on compte l'ensemble des filières qu'on connaît au Sénégal, certes, la fraise n'est pas... On ne peut pas les compter comme les denrées de première nécessité. Oui. Mais en termes de création d'emplois, c'est énorme. Parce que la chaîne de valeur derrière, il faut le dire, pour ce qui concerne la production, pour ce qui concerne les livraisons, la transformation, mine de rien, sur un seul nectar de fraises, vous pouvez créer déjà 10 emplois permanents qui vont travailler, des ouvriers. Sans compter en fait les livreurs derrière qui vont acheminer les produits, sans compter les bonnes femmes qui vont faire la récolte, plus de 20 ou 25 femmes qui vont assurer la récolte chaque 2 jours, sans compter plus de 10 ou 15 bonnes femmes qui vont aussi assurer les conditionnements. Donc je peux dire sur 5 hectares de fraises, juste en fait très facilement vous pouvez créer environ 30 ou 40 emplois directs. Donc imaginez si vous pouvez aller sur des hectares et des hectares. Donc ça veut dire qu'en termes de création d'emplois, il n'y a pas mieux en fait, c'est énorme. Est-ce que ça peut être une alternative au moment où on parle beaucoup de l'immigration illégale? Beaucoup de jeunes sont tentés d'aller à l'étranger. Ah oui, réellement, parce que d'ailleurs, en fait, c'est dans ce sens-là qu'on a mis en place un centre d'incubation, que nous avons appelé le centre d'incubation et d'insertion. L'idée, c'est d'essayer en fait de regrouper, d'avoir en fait le maximum de jeunes déjà qui n'ont pas eu la chance de réussir à l'école, de les former sur la production. Après, à la suite de cette formation, on les recrute directement comme ouvriers ou bien on les accompagne comme des entrepreneurs. Pareil pour les femmes transformatrices aussi qu'on accompagne. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, il y a plusieurs jeunes qui, auparavant, avant de nous rejoindre dans le centre, ils avaient comme idée de tenter l'immigration. Mais une fois en fait dans l'exploitation agricole, ils ont carrément en fait changé de vision. Ils ont décidé de s'investir en fait à fond dans l'agriculture parce qu'ils ont vu le potentiel qu'au début, ils ne connaissaient pas parce qu'il y avait tout simplement un manque de communication et de sensibilisation. Au-delà de la production et de la vente, vous avez également un projet de transformation des produits dérivés. Pouvez-vous revenir sur ce projet? Oui, déjà en fait c'était une histoire parce que lors de la Covid-19, on avait du mal à écouler nos fraises. Donc à partir de là, on a senti la nécessité de se lancer dans la transformation. Donc on a testé avec le jus de fraise, la confiture, les sirops, on a vu que ça marchait. À partir de là, on s'est dit vite qu'il fallait voir comment travailler avec les groupements de femmes. Donc on a eu l'idée de former les groupements de femmes. À l'heure actuelle, on a formé plus de 300 femmes dans la transformation de la fraise. Et l'idée, c'est de les accompagner dans la transformation, de les former, de mettre en fait les moyens qu'il faut. Et après la transformation de ces produits, on récupère ces produits, on essaie de les labelliser et de commercialiser. Et nous, derrière, ça nous permet déjà d'avoir la main-d'œuvre qu'il faut avec ces femmes, d'avoir les produits qu'il faut, et derrière aussi de les mettre sur le marché, de travailler ensemble, en mettant en place ce réseau qu'il faut. Certainement, il y a des difficultés, surtout en ce qui concerne la conservation. Oui, largement. D'où la nécessité de se lancer dans la transformation, parce que la fraise, c'est un produit délicat, même si vous le récoltez au frais, ça ne pourra pas durer plus d'une semaine. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra penser à l'option transformation. Et je dirais même, c'est là où se trouve vraiment sa valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment miser sur la transformation, parce qu'il est possible de la transformer au-delà en fait, du jus, du sirop, d'utiliser même des produits cosmétiques, des savons à base de fraises, des gels à base de fraises. Donc ça montre vraiment le potentiel qui existe derrière ces filières et l'importance aussi de l'organiser pour pouvoir aller plus loin. Il y a aussi l'importance de multiplier ces centres de stockage et de conservation à l'image du centre qui est à Diamniadio. Bien sûr. Et je pense même là, on est en train de voir comment déjà se rapprocher du ministère de l'Agriculture et voir quelles sont les possibilités pour travailler avec ces différents centres de conservation. Parce que ça, c'est le plus gros problème. On a des commandes de plus de 100, 200 tonnes de fraises surgelées, mais on ne pouvait pas prendre ces commandes-là parce que tout simplement, on n'a pas les moyens qu'il faut en termes de surgélation. Je pense que là, c'est important de voir comment travailler avec ces différentes structures. On est en train de les démarcher pour voir comment travailler et là, regrouper le maximum de produits pour pouvoir valoriser ces fruits-là. Merci Mouché Agne, merci pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes producteur de fraises dans la zone d'Ignaï. Merci à vous. Voilà, et nous poursuivons cette édition direction le nord du pays
À Tiago, un village de la commune de Mbane, les habitants font face à un paradoxe frustrant. Malgré sa proximité avec l'une des plus grandes réserves d'eau douce du Sénégal, le lac de Guerre, ils peinent à accéder à l'eau potable. Avec un forage défaillant et des besoins qui s'intensifient, la communauté réclame désormais un accès amélioré aux services sociaux de base. C'est un reportage signé Abdouad. Le linge sale se lave en famille, mais à Tiago, la formule prend un autre sens. C'est dans ce cours d'eau que les femmes exécutent cette tâche ménagère. Le manque d'eau dans les foyers et les habitudes justifie le choix de ces braves dames. On n'a qu'un seul problème, c'est l'accès à l'eau. Tu m'as trouvé ici en train de faire le linge. Si on avait de l'eau à la maison, on ne serait pas là. Situé à 7 km de Richard Toll dans la commune d'Ambane, Tiago vit cette situation de pénurie depuis plusieurs années. Un paradoxe pour le village traversé par le lac de Guerre, source d'eau douce qui alimente Dakar et des millions de Sénégalais en eau potable à des centaines de kilomètres. À 1 kilomètre du lac se trouve ce château d'eau construit en 2009. Il est connecté à 9 bornes fontaines réparties entre Tiago et 6 autres localités voisines. Mais à l'époque, on n'avait pas de problème. Alors, les branchements domestiques sont réalisés. Au fur et à mesure, ces branchements se sont accentués, ce qui a conduit à une saturation. À la base, le forage n'était pas prévu pour des branchements domestiques. Autre équation, la vétusté des installations. Le forage n'arrive pas à satisfaire la demande. La facture d'électricité devient très salée. Avec une capacité de 6 mètres cubes heure, le château d'eau n'est plus en mesure de ravitailler correctement les 6000 habitants. Désespérés, certains d'entre eux utilisent l'eau du lac. Nous voulons un plus grand forage. Les tuyaux sont de type 63. Ils sont trop petits. C'est cette eau que nous buvons en y mettant de l'eau de Javel. Boire de cette eau est à l'origine de certaines pathologies, comme la bilharziose ou les diarrhées récurrentes chez les enfants. Les populations se ravitaillent en l'eau du fleuve, donc il y a les diarrhées, la bilharziose et tout ça, les vomissements. Il y a aussi d'autres problèmes, des infections respiratoires aiguës. Le poste de santé souffre autant que ses malades. Déficit de personnel, manque d'équipement dans une structure qui polarise 7 villages. Presque 2 ans, c'est moi qui gère la maternité et l'infirmerie en même temps. De ce fait, il y a certaines populations qui ne veulent pas que la femme les consulte, surtout les hommes par exemple. Renforcer le personnel, un impératif pour une meilleure prise en charge des patients, régulièrement référés à l'hôpital de Richard Toll. Par mois, au moins, je consulte plus de 300 malades par mois. À peu près 300 malades par mois. C'est dur. Au moins qu'il y ait un infirmier, un assistant infirmier et au moins 2 sages-femmes. À l'approche de l'hivernage, le spectre des inondations refait surface. Chaque hivernage, on est obligé d'évacuer le poste après la pluie. L'autorité du village est engagée sur plusieurs fronts comme l'éducation. Le village est doté d'un collège depuis 2020, mais il attend toujours ses salles de classe. Le conseil rural nous a octroyé un site, mais on attend toujours les salles de classe. Les élèves suivent les cours dans ces abris provisoires, ouverts dans cette rizerie. Des conditions d'études précaires qui ont produit malgré tout d'excellents résultats au BFM. Malgré les résultats que nous avons eus, les résultats satisfaisants que nous avons eus l'année dernière, l'établissement n'a pas bénéficié encore de construction de salles de classe. La première promotion a un taux de réussite de 100%, une fierté pour le village. Avec un milieu naturel favorable à l'agriculture, la pêche et l'élevage, Tiago bénéficie de plusieurs atouts pour devenir prospère. Un meilleur accès aux services sociaux de base devrait aider ses habitants à sortir
la tête de l'eau. Et c'est cet élément d'Abdouad qui met fin à cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite après pour l'édition en Wolof. Bon après-midi à tous. À tout à l'heure. solo loolu te li ko sabab mooy benn projet bu ñëw jëm ci wàllu mbayum soble fexe ba mbayum soble mi ñu